Il se passe quelque chose en ce moment même, à l'instant précis où je vous parle, dont la majeure partie de l'humanité n'a absolument aucune idée. À 150 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes, le Soleil, cette fournaise apparemment calme et éternelle que nous voyons chaque jour, vient de libérer l'une des explosions d'énergie les plus violentes de mémoire d'homme. Et ce qui rend cet événement absolument extraordinaire, c'est qu'il a dépassé toutes les prédictions, tous les modèles, toutes les attentes auxquelles nos meilleurs scientifiques s'étaient préparés. C'est l'histoire de la tempête de rayonnement solaire qui a battu tous les records. C'est une histoire sur la violence cosmique, sur les systèmes délicats qui nous protègent, et sur ce qui se passe lorsque l'univers décide de nous rappeler à quel point nous sommes réellement petits. Laissez-moi vous ramener au moment où tout a commencé. À la surface du Soleil, dans une zone appelée région active, les champs magnétiques accumulaient de la pression depuis des jours. Imaginez ces champs magnétiques comme des ressorts enroulés, se resserrant de plus en plus, stockant de plus en plus d'énergie à chaque heure qui passe. L'atmosphère du Soleil, la couronne, était tordue et contorsionnée en formes impossibles. Le plasma, ce quatrième état de la matière, plus chaud que la surface du Soleil elle-même, était maintenu en place par ces lignes de champs magnétiques, comme des cordes invisibles retenant une force inimaginable. Mais il y a une chose à savoir sur la pression, elle cherche toujours à se libérer. Et lorsque le champ magnétique du Soleil a finalement atteint son point de rupture, ce qui s'est passé ensuite fut totalement catastrophique. Une éruption solaire a éclaté. Pas n'importe quelle éruption, mais une éruption de classe X, l'une des catégories les plus puissantes possibles. En seulement 10 minutes, cette éruption a libéré plus d'énergie que toute la civilisation humaine n'en utilise en une année entière. Pensez-y une seconde. Toute l'électricité circulant dans nos réseaux électriques en ce moment, tout le gaz brûlé dans nos véhicules, tout le charbon consommé dans les centrales électriques du monde entier, tout le pétrole raffiné en carburant, tous les réacteurs nucléaires divisant des atomes, tout cela combiné, pour une année entière, équivaut à ce que le Soleil a libéré en 10 minutes. C'est de cette ampleur absolue dont nous parlons. La température dans la région de l'éruption a grimpé à des millions de degrés. Les atomes ont été déchirés. Les électrons ont été arrachés de leur noyau. Les liens qui maintiennent la matière ensemble ont été violés. Des rayons X et des rayons gamma ont inondé l'espace à la vitesse de la lumière, transportant une énergie qui ferait passer les armes nucléaires pour des pétards en comparaison. Mais cette éruption n'était que l'acte d'ouverture. Le véritable événement est ce qui a suivi. Une éjection de masse coronale, une EMC, a été propulsée vers l'extérieur du Soleil. Des milliards et des milliards de tonnes de plasma, des particules surchauffées et magnétiquement chargées ont accéléré à des vitesses dépassant 3200 km par seconde. Ce n'est pas une faute de frappe. 3200 km par seconde. Si vous voyagiez à cette vitesse, vous pourriez atteindre la Lune en 6 secondes. Vous pourriez faire le tour de la Terre en environ 9 secondes. Vous pourriez voyager de New York à Los Angeles en moins d'une seconde. À cette vitesse, le plasma éjecté du Soleil a traversé le vent solaire comme un couteau dans du beurre, sculptant une onde de choc sur son passage, créant une bulle de perturbation intense qui s'est étendue vers l'extérieur presque à la vitesse d'une explosion nucléaire. Les particules de cette EMC ne voyageaient pas toutes à la même vitesse. Le nuage avait une structure. Les particules les plus rapides à l'avant de la vague se déplaçaient à des vitesses relativistes, c'est-à-dire des vitesses où la relativité restreinte d'Einstein devient importante. Les effets de la dilatation du temps, de la contraction des longueurs et de l'augmentation de la masse relativiste sont tous devenus significatifs. Certaines particules voyageaient à 90% de la vitesse de la lumière. Certaines étaient encore plus rapides. Ce n'étaient plus seulement des particules, c'étaient des projectiles dotés d'une énergie à l'échelle cosmique, capables de pénétrer la matière qui arrêterait normalement net les rayonnements. Les scientifiques ont mesuré des énergies de protons atteignant des centaines de millions d'électronvolts. Pour mettre cela en perspective, l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit par l'homme, le Grand Collisionneur de Hadron du CERN en Suisse, accélère les particules à des énergies de l'ordre du téraélectronvolt. Mais le Soleil réalisait cette accélération naturellement, sans technologie, sans infrastructure massive, juste avec la puissance brute de son champ magnétique et l'énergie cinétique de l'explosion. Le Soleil faisait fonctionner, en essence, un accélérateur de particules des milliards de fois plus puissant que tout ce que l'humanité a construit, et il le faisait sans même essayer. C'est ici que l'histoire devient absolument critique pour comprendre pourquoi cet événement était si inhabituel et si dangereux. Le champ magnétique du Soleil enveloppe tout le système solaire. Le vent solaire, un flux constant de particules émanant du Soleil, transporte ce champ magnétique vers l'extérieur, créant ce que nous appelons le champ magnétique interplanétaire. Normalement, ce champ est relativement faible et bénin.
Ils nous protègent des rayons cosmiques galactiques, ces particules à haute énergie venant d'ailleurs dans l'univers, mais ils ne perturbent pas significativement notre technologie ni ne mettent nos vies en danger. Cependant, lorsqu'une EMC se produit, tout change. Elle transporte avec elle un champ magnétique intense, bien plus puissant que le champ de fond. Les lignes de champ dans le plasma éjecté sont si enchevêtrées et intenses qu'elles forment ce qu'on appelle un nuage magnétique. À l'intérieur de ce nuage, la force du champ magnétique peut être 20 fois plus élevée que le champ interplanétaire normal. Ce champ magnétique intense et turbulent entraîne l'accélération des particules à ces vitesses extraordinaires. Les particules sont accélérées par l'onde de choc qui précède l'EMC. Elles sont accélérées par les lignes de champ magnétique comprimées dans les éjectats. Elles sont accélérées par des chocs secondaires et des ondes qui se forment à mesure que toute la structure se propage dans l'espace. Au moment où ces particules atteignent la Terre, elles ont été accélérées par un gain d'énergie qui nécessiterait les accélérateurs les plus puissants de la planète construits par l'homme. La Terre a reçu l'avertissement initial en premier, le rayonnement électromagnétique. La lumière de l'éruption nous a atteints en 8 minutes, voyageant à 300 000 km par seconde. Les scientifiques l'ont détecté grâce aux rayons X et aux rayonnements ultraviolets. Les longueurs d'onde de ce rayonnement sont incroyablement courtes, les rayons X ont des longueurs d'onde à l'échelle des atomes. La lumière ultraviolette, celle qui brûle votre peau lorsque vous restez trop longtemps au soleil, est intense au-delà de tout ce que nous connaissons à la surface. Ces photons à haute énergie ont inondé l'espace et frappé l'atmosphère extérieure de la Terre. Les observatoires solaires positionnés autour de la Terre et dans l'espace SOHO, GO, la sonde solaire Parker et d'autres ont tous enregistré l'événement simultanément. En quelques minutes, des alertes ont été envoyées aux agences spatiales, aux compagnies d'électricité et aux réseaux de communication du monde entier. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme arrivait. Les téléphones ont commencé à sonner. Les équipes d'intervention d'urgence se sont mobilisées. Les prévisionnistes du Centre de prévision de la météo spatiale de la NOAA à Boulder, dans le Colorado, ont immédiatement émis le niveau d'alerte le plus élevé. Mais ils ne savaient pas à quel point cela allait être important. Les modèles et les prédictions, basés sur des données historiques et une compréhension théorique, suggéraient un événement grave. Tout le monde s'est préparé à l'impact. Mais l'impact réel allait dépasser toutes les attentes. L'onde de choc associée à l'EMC, voyageant à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, a atteint la magnétosphère terrestre en environ 3 heures. Les scientifiques et les prévisionnistes de la météo spatiale ont observé les données en temps réel, les yeux rivés sur leurs écrans, alors que les instruments affichaient des lectures grimpant de plus en plus haut. C'était comme regarder une ligne sur un graphique qui continue de monter, plus haut que prévu, plus haut que prédit, plus haut que tout ce qui figure dans les archives historiques récentes. Les mesures du flux de particules, le nombre de particules énergétiques arrivant par unité de surface par unité de temps ont commencé à augmenter de façon exponentielle. L'environnement radiatif dans l'espace proche de la Terre s'intensifiait, et les graphiques montrant les augmentations ressemblaient presque à des crosses de hockey, s'inclinant brusquement vers le haut avec une pente véritablement alarmante. Puis c'est arrivé. Les chiffres ont continué de grimper. Ils sont allés plus haut que quiconque ne l'avait prévu. Plus haut que ce que les modèles disaient possible. Les instruments ont montré des flux de particules atteignant des niveaux qui, selon les modèles, ne devraient se produire statistiquement que peut-être une fois tous les 100 ans. Peut-être une fois tous les 1000 ans. Certaines mesures suggéraient qu'il pourrait s'agir d'un événement se produisant une fois tous les plusieurs milliers d'années. Les scientifiques ont dû regarder leurs écrans avec une véritable incrédulité. Ils ont revérifié les données. Ils ont vérifié que les instruments fonctionnaient correctement. Ils ont comparé les lectures de plusieurs instruments satellitaires indépendants pour s'assurer qu'ils ne regardaient pas une erreur instrumentale. Les lectures étaient réelles. Cet événement se produisait vraiment. Et c'était pire que prévu. Voici ce que vous devez comprendre à propos des tempêtes de rayonnement dans l'espace lointain. L'environnement radiatif dans l'espace proche de la Terre est mesuré en unités de flux de protons, comptant essentiellement combien de protons à haute énergie frappent une zone particulière. Lors d'une journée calme, dans des conditions solaires paisibles, le flux peut être de l'ordre de quelques protons par centimètre carré par seconde seulement. C'est un niveau de base si bas que les astronautes n'ont pas vraiment à s'en soucier. L'exposition au rayonnement est minime, naturelle, quelque chose avec lequel la vie sur Terre a composé pendant des milliards d'années. Mais lors d'une tempête de rayonnement, ce nombre grimpe de façon spectaculaire. Lors d'une tempête modérée, il peut atteindre des centaines ou des milliers de protons par centimètre carré par seconde. Lors d'une tempête sévère, il peut atteindre des dizaines de milliers. Lors de cet événement,
Les mesures ont dépassé 100 000 à certains endroits. L'environnement radiatif n'était pas simplement devenu des milliers de fois plus intense que la normale, il était devenu des dizaines de milliers de fois plus intense. Tout l'environnement spatial proche de la Terre s'était transformé en un enfer radiatif. Si vous étiez un astronaute à bord de la Station spatiale internationale lorsque cela s'est produit, vous auriez vécu quelque chose de vraiment surréaliste et profondément troublant. En l'espace de quelques heures seulement, vous auriez reçu autant de rayonnement que vous en recevriez normalement en une année entière de vol spatial. Vos détecteurs de rayonnement auraient été en alarme constante, émettant des bips insistants d'avertissement. La NASA vous aurait demandé de vous abriter dans les zones les plus protégées de la station, loin des parois extérieures. Les zones les plus lourdement blindées se trouvent près du centre de la station, entourées d'autant de matériaux que possible pour absorber et disperser le rayonnement entrant. Les réservoirs d'eau, l'équipement, les éléments structurels, tout cela devient un bouclier. Même là, entouré d'autant de protection que la station pouvait fournir, vous recevriez toujours des doses préoccupantes. Et voici quelque chose que les astronautes ont rapporté lors d'événements solaires extrêmes précédents, quelque chose à la fois fascinant et profondément troublant, ils pouvaient réellement voir le rayonnement les frapper. Pas métaphoriquement. Le voir littéralement. Lorsqu'une particule à haute énergie traverse la rétine de votre œil, voyageant presque à la vitesse de la lumière, elle crée un flash lumineux distinctif appelé rayonnement Cherenkov. C'est l'équivalent optique d'un boom sonique. La particule se déplace plus vite à travers le milieu de l'œil que la lumière ne voyage normalement dans ce milieu, et l'œil produit un photon comme une sorte de réponse de choc. Les cosmonautes à bord de Mir ont rapporté avoir vu ces flashs, ces brèves traînées brillantes dans leur champ de vision. Les astronautes sur la Lune pendant les missions Apollo les ont également rapportés. Une seule particule, voyageant à une vitesse proche de la lumière, frappant le fond de votre œil assez fort pour produire un photon de lumière visible. C'est une expérience viscérale et directe des dommages causés par les rayonnements. Vous êtes conscient, en temps réel, que chaque flash représente des particules endommageant vos cellules, brisant des brins d'ADN, tuant des cellules sur le coup, causant potentiellement des dommages génétiques qui pourraient se manifester sous forme de cancer des années ou des décennies plus tard. Vous regardez littéralement votre propre irradiation se produire, un flash à la fois. Lors des pires tempêtes de rayonnement, les astronautes rapportent voir tellement de ces flashs que leur vision en est perturbée. C'est comme des éclairs constants dans l'obscurité. Ils décrivent cela comme déconcertant, voire effrayant. Imaginez flotter dans l'espace, entouré de l'équipement de protection le plus avancé que l'humanité ait pu concevoir, et sentir quand même le bombardement constant de particules subatomiques, les voir frapper vos yeux, sachant que même avec toute votre protection, vous êtes endommagé au niveau cellulaire. Le danger n'était pas seulement pour les astronautes, cependant. Les satellites en orbite autour de la Terre se sont soudainement retrouvés dans un environnement extraordinairement hostile. La microélectronique délicate qui fait fonctionner les satellites modernes a été exposée à un bombardement de particules d'une intensité sans précédent. Chaque transistor, chaque condensateur, chaque porte logique dans chaque ordinateur sur chaque satellite était bombardé par des particules à haute énergie. Pour de nombreux satellites, c'était le scénario cauchemardesque absolu d'un ingénieur, le genre de pire cas qui les empêche de dormir la nuit. Chaque proton à haute énergie frappant un composant électronique sensible pouvait causer ce qu'on appelle une perturbation par événement unique, ou SEU, Single Event Upset. Voici comment cela fonctionne, une particule arrive en hurlant à travers l'espace à une vitesse proche de la lumière. Elle frappe un transistor, un composant si petit qu'il est mesuré en nanomètres. Le transistor est essentiellement une porte qui laisse passer le courant ou le bloque. Un signal électrique traversant un transistor représente soit un 0, soit un 1 dans le langage des ordinateurs. Le transistor est un conteneur d'informations. Lorsqu'un proton à haute énergie frappe le transistor, il crée une cascade de particules secondaires. Des électrons sont libérés. Une charge s'accumule. L'état du transistor bascule. Un 0 devient un 1, ou un 1 devient un 0. Ce basculement de bits unique pourrait être insignifiant, il pourrait se produire dans un bloc de mémoire inutilisé. Ou il pourrait être catastrophique. Il pourrait se produire dans le bit qui indique l'orientation du satellite, quel côté est le haut. Il pourrait se produire dans le bit qui contrôle la puissance de transmission. Il pourrait se produire dans le bit qui ordonne à un système de sécurité critique de s'activer. Un seul basculement de bits au mauvais endroit peut provoquer le dysfonctionnement d'un satellite. Les satellites GPS, dont dépendent chaque jour des milliards de personnes dans le monde pour la navigation, ont commencé à subir une dégradation. La constellation de satellites GPS orbite autour de la Terre, diffusant constamment des signaux temporels.
Un récepteur au sol, votre smartphone, le système de navigation de votre voiture, l'équipement d'un géomètre capte les signaux de plusieurs satellites. En mesurant le temps qu'il faut aux signaux pour arriver, le récepteur calcule sa position. Le système est d'une précision stupéfiante. Le GPS moderne peut connaître votre position à quelques mètres près. Mais pendant la tempête de rayonnement, l'électronique des satellites GPS a commencé à mal fonctionner. Les horloges atomiques qui gardent leur précise ont commencé à dériver légèrement. Les émetteurs qui diffusent les signaux temporels sont devenus moins stables. Les données transmises sont devenues corrompues. La précision que les gens tiennent pour acquise, cette capacité à connaître votre position à quelques mètres près, est soudainement devenue moins fiable. À certains endroits, la précision du GPS s'est dégradée à des dizaines de mètres. Pour les civils, ce n'était pas une perte totale, le système fonctionnait encore mais c'était perceptible. Pour les applications militaires, pour l'agriculture de précision, pour les transactions financières qui dépendent des signaux temporels GPS pour synchroniser les ordinateurs à travers le monde, pour la navigation aérienne, c'était beaucoup plus grave. Les satellites de communication ont connu des problèmes similaires. Un satellite de communication est essentiellement un répéteur géant dans le ciel. Il reçoit un signal d'une station au sol et le retransmet à une autre. Le signal passe par des amplificateurs et de l'électronique de traitement. Pendant la tempête de rayonnement, les erreurs dans ce traitement ont augmenté. La modulation du signal, la façon dont l'information est encodée sur l'onde radio, est devenue moins stable. Les signaux vocaux sont devenus plus bruyants, comme si quelqu'un écoutait une émission de radio pendant un orage. La transmission de données est devenue moins fiable. Des paquets d'informations numériques arrivaient corrompus. Les codes de correction d'erreurs pouvaient réparer une partie de la corruption, mais au plus fort de la tempête, le taux d'erreur dépassait la capacité de correction. Dans certains cas, les opérateurs de satellites ont réduit proactivement leur débit de données. Au lieu de transmettre de la vidéo haute définition, ils ont transmis en définition standard. Au lieu de transmettre plusieurs appels simultanés, ils en ont transmis un seul. Ils ont réduit la qualité de service pour réduire l'impact des erreurs induites par le rayonnement. C'est comme un médecin disant à un patient, « Nous allons réduire le dosage du médicament car les effets secondaires sont trop graves. » Les opérateurs de satellites demandaient essentiellement moins d'efforts à leur système pour que ceux-ci puissent continuer à fonctionner. Les satellites météorologiques, ces instruments massifs qui observent les nuages et les tempêtes et produisent les données qui entrent dans les prévisions météo, ont commencé à montrer une dégradation. Les instruments qui mesurent la température dans l'atmosphère sont devenus moins précis. Les instruments qui observent les modèles de vent sont devenus moins stables. Les données diffusées par ces satellites, données dont dépendent les météorologues du monde entier pour faire des prévisions, sont devenues moins fiables. Les prévisionnistes météo ont dû travailler avec des données dégradées. L'incertitude de leurs prévisions a augmenté. Dans certaines régions, il est devenu nettement plus difficile de faire des prévisions météo précises à court terme. Les implications économiques ont commencé à se répercuter presque immédiatement. La perte de précision du GPS a affecté l'agriculture. Les agriculteurs utilisant des tracteurs guidés par GPS, des systèmes capables de planter des graines avec une précision métrique, ont dû passer à un guidage moins précis. Les rendements dans l'agriculture de précision dépendent de savoir exactement où planter et où appliquer l'engrais. La précision dégradée du GPS signifiait une agriculture moins efficace. Sur l'ensemble d'une saison de croissance, cela s'ajoute à des pertes réelles. Les compagnies aériennes empruntant des routes polaires et les trajets efficaces qui passent par le pôle Nord sur les vols internationaux long courrier entre l'Amérique du Nord et l'Asie ont dû prendre des décisions quant à la poursuite des opérations ou au détournement des vols. Ces routes exposent naturellement les équipages et les passagers à plus de rayonnement cosmique car ils volent au-dessus d'une région où la magnétosphère est plus fine, plus poreuse. La bulle protectrice du champ magnétique terrestre est plus faible près des pôles. Ajoutez une tempête de rayonnement solaire sévère, et les doses de rayonnement grimpent considérablement. La plupart des compagnies aériennes ont poursuivi leurs opérations mais ont surveillé les doses avec attention. Les équipages de vol portaient des dosimètres de rayonnement pour suivre l'exposition. Les répartiteurs calculaient la dose de rayonnement pour chaque route et prenaient des décisions sur le fait de voler ou de dévier. Certains vols ont été détournés autour des pôles, ajoutant des heures au temps de vol mais réduisant l'exposition au rayonnement. Les équipages ont reçu une exposition supplémentaire au rayonnement lors de cet événement, rien d'immédiatement dangereux, mais assez pour être préoccupant pour les personnes qui empruntent ces routes régulièrement. Les pilotes et les agents de bord travaillant sur les routes polaires accumulent au cours de leur carrière des doses de rayonnement supérieures à celles de la population générale. Lors d'une tempête de rayonnement solaire sévère, cette exposition augmente encore.
L'impact financier a également frappé fort. Les compagnies aériennes effectuant des trajets plus longs, ceux qui nécessitent une navigation polaire pour être économes en carburant, perdaient de l'argent sur chaque vol qui devait être détourné. Les industries dépendantes du GPS, entreprises de livraison, agriculture de précision, arpentage et construction ont toutes subi des pertes à mesure que la qualité de leur système de navigation principal se dégradait. C'était un impact économique omniprésent, non concentré dans un secteur mais réparti sur plusieurs industries. Pas une seule défaillance catastrophique, mais de nombreuses petites défaillances s'accumulant. L'industrie de l'énergie était en état d'alerte maximale. Tout le monde pensait à 1989. C'était l'année où une tempête géomagnétique solaire a coupé l'électricité dans toute la province de Québec, affectant 6 millions de personnes. Les transformateurs qui abaissent la tension des lignes de transmission à haute puissance à des niveaux utilisables pour les maisons et les entreprises sont des pièces d'équipement massives, chacune coûtant des centaines de milliers de dollars. Lors d'une tempête géomagnétique sévère, le champ magnétique changeant induit des courants dans ces transformateurs. Ces courants circulent à travers les enroulements, et la résistance dans les enroulements provoque un échauffement. De multiples transformateurs ont été frappés par des courants induits par la perturbation magnétique. Plusieurs d'entre eux ont lâché simultanément. Le système électrique n'a pas pu gérer la charge redistribuée loin des transformateurs défaillants. Les systèmes de protection se sont enclenchés automatiquement, déconnectant des sections du réseau. Tout le réseau du Québec s'est effondré. L'électricité était coupée dans toute la province. Les hôpitaux fonctionnaient sur générateurs de secours. Les métros se sont arrêtés. Les feux de circulation ont cessé de fonctionner. Les immeubles de bureaux sont devenus noirs. C'était au milieu de l'hiver au Canada. Les gens s'inquiétaient pour le chauffage. Les entreprises ont perdu des sommes énormes. Il a fallu 9 heures pour rétablir le courant, mais pendant ces 9 heures, la perturbation a été totale et sévère. Et ce n'était qu'une province. L'événement de 1989 a été un signal d'alarme pour toute l'industrie de l'énergie. Les compagnies d'électricité ont appris de cet événement. Elles ont mis en place des systèmes de surveillance. Elles observent l'activité solaire et l'état de la magnétosphère terrestre en temps réel. Des satellites surveillent le champ magnétique interplanétaire. Des stations au sol mesurent le champ magnétique de la Terre. Lorsqu'une tempête solaire est détectée et se dirige vers la Terre, les compagnies d'électricité reçoivent des avertissements. Lors d'une tempête solaire sévère, elles peuvent prendre des mesures préventives. Elles peuvent réduire les charges sur les sections vulnérables du réseau. Elles peuvent déconnecter de gros équipements qui pourraient être endommagés et déconnecter une centrale électrique qui produit 1 gigawatt d'électricité, perdant temporairement cette capacité de production, mais sauvant le transformateur de la destruction. C'est du triage, essentiellement. Vous faites le choix difficile entre un dommage connu, perdre de la production d'électricité temporairement, et un dommage potentiel plus grand, détruire un transformateur critique et perdre l'électricité pendant des mois. Ce n'est pas parfait, une tempête vraiment catastrophique pourrait encore causer des dommages massifs, mais c'est mieux que d'être pris complètement au dépourvu. C'est la différence entre le désastre et la gestion de crise. Lors de cette récente tempête de rayonnement, les compagnies d'électricité du monde entier étaient essentiellement en mode gestion de crise. Les équipes se tenaient prêtes dans les salles de contrôle, surveillant les flux de données, prêtes à prendre des décisions d'urgence. Certains réseaux électriques ont réduit leur charge. Certains ont déconnecté des équipements. La situation était suffisamment grave pour faire les gros titres nationaux. Les émissions des réseaux ont interrompu leur programme régulier pour rendre compte de la tempête solaire. Les présentateurs de nouvelles ont expliqué aux téléspectateurs qu'un événement solaire se produisait et que les compagnies d'électricité prenaient des mesures pour protéger le réseau. Le grand public, vacant à ses occupations quotidiennes, a commencé à remarquer. Ils ont vu les reportages. Ils ont consulté les réseaux sociaux et trouvé des discussions sur la tempête solaire. Certaines personnes ont ressenti un malaise. Et si le courant coupait? Et si nous ne pouvions pas charger nos téléphones? Et si Internet tombait en panne? Pendant un bref instant, des milliers de personnes ont pris conscience de la dépendance de notre civilisation à une alimentation électrique fiable et de la vulnérabilité de ce système électrique aux dangers cosmiques. Pourtant, malgré tout cela, les lumières sont restées allumées pour la plupart des gens. Le système a tenu. L'infrastructure que les humains ont construite, bien que certainement vulnérable, s'est avérée suffisamment résiliente pour résister à cette tempête particulière. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en sécurité. Cela signifie que nous avons eu de la chance.
Cela signifie que la tempête était sévère, mais pas tout à fait assez sévère pour submerger les protections en place. Cela signifie que cette tempête particulière, bien que battant des records à l'ère moderne, n'était toujours pas tout à fait le scénario du pire absolu que les scientifiques calculent comme théoriquement possible. Les scientifiques utilisent des modèles mathématiques pour estimer à quoi ressemblerait un événement véritablement catastrophique. Ils entrent le flux d'énergie maximum, la force du champ magnétique maximum et le potentiel maximum de défaillance des transformateurs. Le consensus est sombre. Une tempête solaire juste quelques fois plus puissante que celle-ci n'est pas un événement inimaginable, mais un événement peut-être 1000 fois moins probable que celui-ci pourrait causer des dommages au réseau électrique qui prendraient des mois, voire des années à réparer. Les transformateurs détruits ne peuvent pas être simplement remplacés du jour au lendemain. Ce sont des pièces d'équipement massives, construites sur mesure. Les délais de livraison pour les transformateurs de remplacement se comptent en mois. Si plusieurs transformateurs tombent en panne simultanément dans une vaste région, vous n'avez pas des mois de capacité de transformateurs de secours qui traînent. Dans certaines régions, cela pourrait prendre des années pour rétablir complètement le service. Pensez à ce qui se passe lorsque le courant coupe complètement. Vous perdez la lumière, évidemment. Mais vous perdez aussi la réfrigération. La détérioration des aliments s'accélère. Viande, produits laitiers, aliments surgelés, tout cela se gâte en quelques jours. Les épiceries ne peuvent pas garder leurs portes ouvertes. En quelques jours, la nourriture devient rare. Vous perdez le traitement de l'eau. Les systèmes d'eau modernes pompent l'eau à travers des réseaux de distribution. Sans électricité, l'eau cesse de couler. En quelques heures, l'eau devient impropre à la consommation. Vous perdez le traitement des eaux usées. Les déchets refoulent. L'assainissement devient un problème critique. Vous perdez les installations médicales. Les hôpitaux ont des générateurs de secours, et la plupart des grands hôpitaux maintiennent plusieurs jours à une semaine de réserve de carburant pour ces générateurs. Mais si le réseau est en panne pendant des semaines ou des mois, les réserves de carburant pour ces générateurs s'épuisent. Les générateurs s'arrêtent. Les salles d'opération deviennent noires. Les systèmes de survie s'éteignent. Vous perdez les systèmes de transport. Les véhicules modernes dépendent des systèmes électroniques pour tout: injection de carburant, calage de l'allumage, contrôle de la transmission. Les véhicules électriques ne peuvent évidemment pas se charger. Même les véhicules à essence qui utilisent encore des moteurs à combustion interne dépendent d'ordinateurs pour fonctionner. Les véhicules plus anciens sans ordinateur fonctionneraient encore, mais ils sont de plus en plus rares. Sans transport, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les marchandises ne peuvent pas être déplacées de là où elles sont produites vers là où elles sont nécessaires. Vous perdez les communications. Les tours cellulaires sont alimentées par le réseau. Internet dépend de centres de données alimentés. Sans électricité, vous ne pouvez pas appeler à l'aide. Vous ne pouvez pas obtenir d'informations. Vous ne pouvez pas faire des affaires. Le chaos serait immense. À l'ère pré-industrielle, la perte de puissance aurait pu être simplement gênante. À l'ère moderne, ce serait catastrophique. Dans une ville moderne, une panne de courant durant plus d'une semaine est considérée comme une urgence. Une panne durant des mois serait un désastre qui éclipserait les catastrophes naturelles comme les ouragans ou les tremblements de terre en termes de coûts économiques. Et voici la partie qui donne à réfléchir: nous aurions pu éviter bon nombre de ces vulnérabilités. La technologie existe pour durcir les systèmes électriques contre les tempêtes géomagnétiques. Les transformateurs peuvent être protégés en ajoutant des dispositifs de protection contre les surtensions qui détectent et bloquent les courants induits. Des systèmes de secours peuvent être installés. Si le réseau principal tombe en panne, la production distribuée aux panneaux solaires, éoliennes, générateurs au gaz naturel peut maintenir les systèmes critiques en marche. Les réseaux de communication peuvent être rendus redondants. Plusieurs réseaux indépendants, de sorte que si l'un échoue, les autres continuent. Les hôpitaux peuvent maintenir des réserves de carburant plus longues et avoir de meilleurs systèmes de générateurs. Mais durcir le réseau coûte de l'argent. Un programme national complet pour durcir le réseau électrique contre les tempêtes solaires coûterait des dizaines de milliards de dollars. Mettre à niveau les transformateurs, installer des équipements de protection, construire la redondance, tout cela coûte de l'argent. Et le bénéfice est spéculatif. Le bénéfice est la protection contre des événements qui pourraient se produire une fois tous les 100 ans. Peut-être une fois tous les 1000 ans. C'est une tragédie des biens communs, d'une certaine manière. Tout le monde bénéficierait d'un réseau durci,
mais le coût est supporté par les compagnies d'électricité et leurs clients, et le bénéfice est spéculatif. C'est comme une assurance. Vous payez pour une assurance contre les catastrophes. La plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. La plupart des années, vous payez votre prime d'assurance et rien ne se passe. Mais quand le désastre arrive et statistiquement, il finira par arriver, vous êtes content d'avoir payé pour l'assurance. Le défi avec les tempêtes solaires est que le désastre ne survient qu'occasionnellement, sur de longues échelles de temps mesurées en décennies ou plus. Les politiciens et les chefs d'entreprise se concentrent sur les préoccupations immédiates, pas sur les dangers qui ont statistiquement peu de chances de se produire pendant leur mandat. Cela change, cependant, lentement. Après cette tempête de rayonnement, les conversations reprennent. Les ingénieurs dépoussièrent des rapports sur la vulnérabilité du réseau qui ont été écrits il y a des décennies. Les décideurs politiques posent des questions plus difficiles sur l'état de préparation. Des auditions au Congrès ont lieu. Des scientifiques témoignent sur les risques. C'est le genre d'événement qui ne cause pas de désastre immédiat mais sert de signal d'alarme. Il dit, regardez, c'est un risque réel. Nous devrions le prendre au sérieux. Et la prochaine fois, nous ne serons peut-être pas aussi chanceux. La tempête de rayonnement elle-même fournit des données scientifiques cruciales. Avant cet événement, nous avions des mesures directes du rayonnement solaire remontant à environ 50 ans. Nous avons des données satellitaires depuis le début de l'ère spatiale dans les années 1950. Nous connaissons les tempêtes sévères de 1989, 2003 et d'autres événements notables. Mais les modèles prédictifs sont toujours incertains, surtout lorsqu'on extrapole au-delà de la plage des observations directes. Cet événement, en dépassant les attentes, a donné aux scientifiques de nouvelles informations sur les véritables limites de l'activité solaire. Il a repoussé la frontière de ce que nous pensons être possible. La question devient, à quel point les tempêtes de rayonnement solaire peuvent-elles réellement devenir extrêmes ? Historiquement, nous avons des preuves provenant d'autres sources. Les carottes de glace contiennent des particules piégées appelées isotopes cosmogéniques. Lorsqu'une tempête de rayonnement solaire frappe la Terre, elle crée une ionisation supplémentaire dans l'atmosphère, ce qui conduit à une production accrue d'isotopes comme le carbone 14 et le beryllium 10. En analysant des carottes de glace datant de milliers d'années, les scientifiques peuvent identifier des périodes où des tempêtes de rayonnement particulièrement intenses se sont probablement produites. Les preuves suggèrent qu'il y a eu des événements bien plus puissants que ceux que nous avons directement observés à l'ère moderne. L'événement historique le plus célèbre est l'événement de Carrington de 1859. Au début de septembre de cette année-là, les astronomes ont observé une énorme éruption solaire. Elle était visible sans télescope, une rareté remarquable. La luminosité était si intense que l'explosion sur le Soleil pouvait être vue en lumière blanche contre le fond brillant du Soleil lui-même. L'éruption a été suivie d'une tempête magnétique mondiale d'une intensité extraordinaire. Des aurores boréales étaient visibles sur toute la Terre, même à l'équateur. Imaginez être à l'équateur, où l'aurore n'est jamais visible normalement, et voir des rideaux brillants de lumière verte et rouge danser dans le ciel nocturne. Cela aurait été absolument extraordinaire. Les systèmes télégraphiques, qui étaient la haute technologie de l'époque, ont littéralement pris feu. Les opérateurs ont rapporté que leur équipement produisait des étincelles spontanément. Les fils devenaient trop chauds pour être touchés. Dans certains cas, les batteries télégraphiques ont été déconnectées, pourtant le courant continuait de circuler dans les fils, entraîné par les courants induits de la tempête géomagnétique. Les fils eux-mêmes sont devenus des conducteurs des courants induits. Les systèmes ont subi ce qui semblait être des courants auto-alimentés circulant à travers eux, même lorsqu'ils n'étaient pas connectés à leur source d'alimentation normale. Un système conçu pour fonctionner sur quelques volts de courant continu a été soudainement soumis à des centaines ou des milliers de volts de courant alternatif induit. L'isolation a fondu. Les conducteurs ont surchauffé. Les systèmes ont échoué. Si un événement de la magnitude de Carrington se produisait aujourd'hui, les dommages seraient presque incompréhensibles. Des réseaux électriques sur des continents entiers pourraient tomber en panne. La cascade de défaillance pourrait être si grave qu'il faudrait des mois, voire des années, pour rétablir complètement la situation. La perturbation économique serait immense. Les estimations des chercheurs de l'Académie nationale des sciences suggèrent que les dommages économiques pourraient dépasser 1 ou 2 billions de dollars. Certaines projections vont encore plus haut, affirmant que les dommages pourraient dépasser 3 billions de dollars. Pour le contexte, c'est une fraction significative du PIB total des États-Unis. Ce serait économiquement dévastateur, bien plus dommageable que toute catastrophe naturelle que l'humanité a connue dans les temps modernes.
Il y a une question fascinante sur la raison pour laquelle nous n'avons pas connu d'événements de niveau Carrington à l'ère moderne. Est-ce juste de la chance? Ou y a-t-il quelque chose dans l'activité solaire actuelle qui rend de tels événements extrêmes moins probables? Les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. La probabilité statistique de tels événements est faible mais pas nulle. Sur une période de plusieurs siècles, il est pratiquement certain que de tels événements se produiront. Le fait que nous ayons eu autant de chance à l'ère moderne avec notre technologie dépendante de l'énergie électrique est heureux. Mais il n'est pas garanti que cela continue. Certaines preuves suggèrent que nous pourrions entrer dans une période d'activité solaire inhabituellement élevée. Le cycle 25, qui est le cycle solaire actuel, était initialement prévu pour être relativement modeste. Les prévisionnistes de la météo spatiale s'attendaient à un cycle similaire au dernier, avec une activité modérée. Mais les premiers indicateurs suggèrent quelque chose de différent. Le nombre de taches solaires grimpe plus vite que prévu. La force du champ magnétique solaire semble augmenter. L'activité s'intensifie plus agressivement que ce que les modèles prédisaient. Des régions actives apparaissent avec des configurations de champs magnétiques de plus en plus complexes. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que nous pourrions entrer dans une période appelée le grand maximum solaire, un phénomène où le Soleil reste inhabituellement actif pendant des décennies, voire des siècles. Le dernier exemple clair était le maximum médiéval, qui s'est produit vers 900 à 1100 après Jésus-Christ. Pendant cette période, le nombre de taches solaires était extrêmement élevé. L'activité solaire était élevée. Avant cela, le minimum de Maunder de 1645 à 1715 était une période d'activité solaire inhabituellement basse. Très peu de taches solaires ont été observées. Les éruptions solaires étaient rares. Le vent solaire était plus faible. Il est intéressant de noter que le minimum de Maunder a coïncidé avec le petit âge glaciaire, une période de climat plus froid dans l'histoire de la Terre. Le lien entre l'activité solaire et le climat de la Terre est complexe et pas complètement compris, mais la corrélation est suggestive. Certains climatologues ont proposé des mécanismes liant l'activité solaire au climat. Lorsque le Soleil est moins actif, il y a plus d'ionisation par les rayons cosmiques dans la haute atmosphère. Plus d'ionisation conduit à plus de formation de nuages. Plus de nuages conduit à plus de réflexion de la lumière solaire, ce qui refroidit la planète. Lorsque le Soleil est plus actif, plus de rayons cosmiques sont déviés, moins de nuages se forment et la planète se réchauffe. D'autres scientifiques sont sceptiques quant à ce mécanisme, soulignant que la taille de l'effet est trop petite pour expliquer les changements climatiques observés. Le débat se poursuit, mais les corrélations historiques sont intrigantes. Elles suggèrent que l'activité solaire influence le climat de la Terre, au moins dans une certaine mesure. Si nous entrons effectivement dans un grand maximum solaire, les implications sont significatives. Nous nous attendrions à plus d'éruptions solaires, plus d'EMC, plus de tempêtes de rayonnement. La probabilité statistique de connaître un événement de classe Carrington devient beaucoup plus élevée. Au lieu de s'inquiéter d'une probabilité d'une fois tous les 100 ans, nous pourrions regarder une probabilité d'une fois tous les 30 ans ou une fois tous les 20 ans. Sur un siècle, les chances de connaître plusieurs événements extrêmes deviennent substantielles. Nous pourrions connaître 2 ou 3 événements de niveau Carrington en un siècle, comparé au taux historique de peut-être un événement par siècle ou moins. C'est pourquoi la récente tempête de rayonnement est si importante du point de vue de la préparation. C'est un point de données qui nous aide à comprendre ce que le Soleil est capable de faire. Cela nous aide à affiner nos modèles. Cela fournit des tests en situation réelle de nos systèmes de protection et nous force à examiner nos vulnérabilités. C'est un rappel que les dangers cosmiques sont réels, quantifiables et potentiellement dévastateurs. La mesure et la surveillance de l'activité solaire ont parcouru un long chemin depuis l'événement de Carrington. En 1859, les astronomes observaient l'éruption visuellement avec des télescopes. Ils ont vu l'explosion brillante en lumière blanche. Ils ont noté le moment. Mais ils n'avaient aucune mesure quantitative de l'énergie, aucune donnée sur le flux de particules, aucune information sur la force du champ magnétique. Leurs observations se limitaient à ce qu'ils pouvaient voir et déduire des pannes télégraphiques. Maintenant, nous avons des satellites dédiés spécifiquement à l'observation du Soleil. L'Observatoire de la dynamique solaire, lancé par la NASA en 2010, capture des images haute résolution de l'atmosphère solaire dans de multiples longueurs d'onde. Il observe la couronne solaire, la région de transition solaire et la photosphère. Il mesure la force du champ magnétique. Il surveille les éruptions et suit leur progression. La sonde solaire Parker, lancée en 2018, orbite en fait à travers la couronne solaire, mesurant les conditions directement là-bas.
Elle s'approche plus près du Soleil que tout engin spatial que l'humanité a jamais construit. À ses approches les plus proches, elle est à moins de 4 millions de miles de la surface solaire, incroyablement proche en termes cosmiques. SOHO, l'Observatoire solaire et héliosphérique, une mission conjointe entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, orbite au point L1, entre la Terre et le Soleil, depuis des décennies. Il observe le Soleil et surveille les EMC en continu. Au moment où une EMC commence à être éjectée du Soleil, SOHO la détecte. Les scientifiques peuvent voir la structure des éjectats, l'intensité, la direction. Si elle est dirigée vers la Terre, des avertissements peuvent être émis. Les satellites GO, positionnés au-dessus de l'équateur en orbite géostationnaire, mesurent en continu l'environnement radiatif dans l'espace proche de la Terre. Ces satellites disposent d'instruments qui détectent les particules énergétiques solaires, mesurent le champ magnétique et suivent l'état de la magnétosphère terrestre. Tous ces actifs fournissent des données en temps réel au Centre de prévision de la météo spatiale. Le Centre de prévision de la météo spatiale, qui fait partie de la NOAA, fonctionne de manière similaire à la façon dont les centres météorologiques prévoient la météo, sauf qu'ils prévoient la météo solaire. Les météorologues prédisent la pluie et les orages à l'aide de modèles mathématiques complexes qui simulent la physique de l'atmosphère. Les prévisionnistes de la météo spatiale prédisent les éruptions solaires et les tempêtes de rayonnement à l'aide de modèles mathématiques complexes qui simulent la physique du Soleil et du vent solaire. C'est une science imparfaite, nous ne pouvons pas prédire le moment précis où le Soleil entrera en éruption, pas plus que les météorologues ne peuvent prédire le moment exact de la pluie des semaines à l'avance. Mais les prévisionnistes peuvent identifier quand les conditions sont favorables. Ils reconnaissent les régions actives avec des champs magnétiques de haute complexité qui sont plus susceptibles de produire des éruptions. Ils observent comment ces régions évoluent. Lorsque le champ magnétique devient suffisamment stressé et tordu, ils émettent des alertes et des veilles. Ils utilisent une terminologie similaire aux veilles de tornades et aux veilles de temps violents. Une veille signifie que les conditions sont favorables pour un événement, un avertissement signifie qu'un événement se produit maintenant. La récente tempête de rayonnement avait été prédite, du moins dans sa forme générale. Lorsque l'EMC a été observé s'éloignant du Soleil par SOHO, les satellites l'ont détecté presque immédiatement. Les scientifiques ont reconnu qu'elle était dirigée vers la Terre. Des avertissements ont été émis. Pas seulement aux agences spatiales, mais aussi aux entreprises commerciales. Les compagnies aériennes ont été informées. Les compagnies d'électricité ont été alertées. Les opérateurs de satellites étaient préparés. Les plans d'urgence ont été activés. Mais l'intensité de l'événement a dépassé les attentes. Les flux de particules étaient plus élevés que ce que les modèles prédits suggéraient. Les énergies des particules étaient plus élevées. La durée de l'événement a été prolongée. C'est le défi de la prévision de la météo spatiale, vous pouvez prédire que quelque chose arrive, mais l'ampleur est plus difficile à cerner. C'est comme la prévision météo. Vous pouvez prédire qu'un système orageux arrive, mais exactement quelle sera sa force, exactement où il frappera, exactement combien de pluie il laissera tomber, ces choses sont plus difficiles à cerner, et même de petites erreurs dans la prévision peuvent avoir de grandes conséquences pour l'avertissement et la préparation. Parlons des mécanismes réels qui rendent les tempêtes de rayonnement si dangereuses pour la technologie. Les engins spatiaux et les satellites fonctionnent dans un environnement où les rayons cosmiques et des particules à haute énergie venant de l'espace sont constamment présents. Le champ magnétique de la Terre et l'atmosphère de la Terre fournissent une certaine protection, mais en orbite, l'environnement radiatif est plus intense qu'à la surface. La magnétosphère nous protège du vent solaire pendant les périodes calmes, mais lors d'une tempête de rayonnement, la protection devient moins efficace, et nous sommes exposés à beaucoup plus de particules. Les engins spatiaux sont blindés, mais le blindage n'est jamais parfait. Lorsqu'une particule à haute énergie frappe le matériau de blindage aluminium, plomb ou tout matériau entourant l'électronique sensible, le blindage arrête la particule. Mais l'énergie de la particule ne disparaît pas simplement. Elle est transférée au matériau. La particule crée une cascade de rayonnement secondaire. Des électrons sont libérés des atomes. Des photons sont produits. Des rayons X sont générés. Dans certains cas, le blindage aggrave en fait les choses, créant un rayonnement secondaire plus pénétrant que la particule d'origine. L'électronique interne des satellites est construite à l'aide de transistors si petits qu'ils sont vulnérables aux effets des rayonnements. Les transistors modernes ont des dimensions mesurées en nanomètres milliardièmes de mètres. Un cheveu humain a une épaisseur d'environ 100 000 nanomètres. Ces transistors sont si petits qu'une seule particule à haute énergie passant à travers l'un d'eux peut faire basculer un bit en mémoire. Les engins spatiaux modernes disposent de systèmes de correction d'erreurs qui peuvent détecter et corriger certaines de ces erreurs.
Les systèmes les plus avancés utilisent une triple redondance stockant le même bit d'information à 3 endroits différents. Si un bit est corrompu, les 2 autres peuvent voter et le corriger. Mais lors d'une tempête de rayonnement sévère, le taux d'erreur peut dépasser la capacité de correction. Les données sont corrompues plus vite que la correction d'erreur ne peut les réparer. Les ordinateurs dysfonctionnent. Dans des cas extrêmes, les composants peuvent être endommagés de façon permanente. La dégradation des signaux GPS pendant la tempête de rayonnement est un exemple parfait de la façon dont ces effets se répercutent à travers la technologie et impactent le monde réel. Le GPS fonctionne grâce à des satellites orbitant autour de la Terre à une altitude d'environ 20 000 km. Ces satellites transportent des horloges atomiques, les dispositifs de chronométrage les plus précis jamais créés. Les horloges sont si précises qu'elles ne perdent ou ne gagnent qu'une seconde en des millions d'années. Ces satellites diffusent constamment des signaux temporels. Le signal contient des informations sur l'heure qu'il est, selon l'horloge atomique du satellite, et quelle est la position du satellite. Un récepteur au sol de votre smartphone, le système de navigation de votre voiture, l'équipement d'un géomètre capte les signaux de plusieurs satellites. Le récepteur n'a pas d'horloge atomique. Il a un oscillateur à quartz ordinaire, beaucoup moins précis. Mais en recevant des signaux de plusieurs satellites, chaque signal transportant l'heure précise de différents satellites à différentes positions, le récepteur peut faire quelque chose de remarquable. Il peut mesurer le temps qu'il faut à chaque signal pour arriver. Parce que les signaux voyagent à la vitesse de la lumière, la différence de temps entre les signaux arrivant de différents satellites vous indique votre distance par rapport à chaque satellite. En utilisant les distances d'au moins 4 satellites, le récepteur peut calculer sa position tridimensionnelle. Cela s'appelle la trilatération. C'est le même principe utilisé en arpentage et en navigation depuis des siècles, mais au lieu de mesurer des angles, le GPS mesure des distances en utilisant des informations de temps d'arrivée. Le système est d'une précision stupéfiante. Le GPS moderne peut connaître votre position à quelques mètres près, parfois à quelques centimètres près avec un équipement de qualité militaire. C'est l'une des réalisations technologiques les plus remarquables de l'ère moderne. Mais pendant la tempête de rayonnement, l'électronique des satellites GPS a commencé à mal fonctionner. Les horloges atomiques si précisément conçues, si soigneusement calibrées ont commencé à subir des erreurs. Les impacts de rayons cosmiques ont affecté les circuits d'horloge. De minuscules quantités de charge ont été créées dans les régions sensibles de l'horloge, provoquant une légère dérive du chronométrage. Juste quelques nanosecondes d'erreur dans l'horloge d'un satellite se traduisent par des dizaines de mètres d'erreur dans la position calculée au sol. Les émetteurs qui diffusent les signaux temporels sont devenus moins stables. La force du signal a fluctué. Les données transmises sont devenues corrompues. La précision que des milliards de personnes tiennent pour acquise cette capacité à connaître votre position à quelques mètres près est soudainement devenue moins fiable. À certains endroits, la précision du GPS s'est dégradée à des dizaines de mètres. Pour les civils naviguant avec leur smartphone, ce n'était pas une catastrophe totale, le système fonctionnait encore, vous pouviez toujours obtenir des directions mais c'était perceptible. Votre position sur la carte sautait plus que d'habitude. Votre système de navigation vous dirigeait parfois incorrectement. C'était ennuyeux mais pas nécessairement dangereux. Mais pour les applications militaires, pour l'agriculture de précision, pour les systèmes de trading financier qui dépendent des signaux temporels GPS pour synchroniser les transactions à travers le monde, pour la navigation aérienne et les systèmes d'approche, la dégradation était beaucoup plus grave. Les systèmes militaires qui dépendent d'une précision GPS centimétrique pour le ciblage et la navigation se sont retrouvés avec une précision métrique ou pire. Ce n'est pas une dégradation acceptable pour les opérations militaires. L'agriculture de précision dépend du guidage GPS pour appliquer exactement la bonne quantité d'engrais aux endroits exacts dans un champ. Pendant la tempête de rayonnement, la précision du système de guidage s'est dégradée. L'engrais a été appliqué au mauvais endroit. La couverture était inégale. Les rendements des cultures ont souffert. Sur l'ensemble d'une saison de croissance, cela s'ajoute à des pertes réelles et des milliers de dollars par ferme. Les systèmes de trading financier utilisent les signaux temporels GPS pour synchroniser les échanges à travers le monde. Lorsque différents centres de trading ont des heures légèrement différentes, de petites divergences peuvent survenir. Les traders peuvent exploiter ces divergences pour faire du profit. La synchronisation fournie par le chronométrage GPS empêche cela. Lorsque le chronométrage GPS est devenu moins précis, la synchronisation a souffert. Les systèmes de trading ont dû revenir à des sources de chronométrage moins précises.
La capacité d'exécuter certains types de transactions a été réduite. Les satellites de communication ont connu des problèmes similaires. Un satellite de communication est essentiellement un répéteur géant dans le ciel. Il reçoit un signal d'une station au sol et le retransmet à une autre. Ou il reçoit des signaux de nombreuses stations au sol simultanément et les retransmet à d'autres stations au sol. Le signal passe par des amplificateurs et de l'électronique de traitement. Pendant la tempête de rayonnement, les erreurs dans ce traitement ont augmenté. Chaque impact de rayonnement dans un circuit sensible pouvait provoquer un basculement de bits, corrompant les données. La modulation du signal, la façon dont l'information est encodée sur l'onde radio est devenue moins stable. Les signaux vocaux sont devenus plus bruyants, comme si quelqu'un écoutait une émission de radio pendant un orage. La qualité des appels s'est dégradée. La transmission de données est devenue moins fiable. Des paquets d'informations numériques arrivaient corrompus. Les codes de correction d'erreurs intégrés au système de transmission de données pouvaient réparer une partie de la corruption, mais au plus fort de la tempête, le taux d'erreur dépassait la capacité de correction. Les données étaient corrompues plus vite qu'elles ne pouvaient être corrigées. Dans certains cas, les opérateurs de satellites ont réduit proactivement leur débit de données. Au lieu de transmettre de la vidéo haute définition, ils ont transmis en définition standard ou même de la vidéo de qualité inférieure. Au lieu de transmettre plusieurs appels téléphoniques simultanés via un seul transpondeur satellitaire, ils en ont transmis un seul. Ils ont réduit la qualité de service pour réduire l'impact des erreurs induites par le rayonnement. Ce n'est pas idéal, les clients remarqués se plaignent, mais c'est mieux que d'avoir le système qui tombe complètement en panne. Les satellites météorologiques, ces instruments massifs qui observent les nuages et les tempêtes et produisent les données qui entrent dans les prévisions météo, ont commencé à montrer une dégradation. Les instruments qui mesurent la température dans l'atmosphère utilisent des capteurs de rayonnement. Pendant une tempête de rayonnement, les capteurs eux-mêmes sont frappés par le rayonnement. Les détecteurs peuvent mal interpréter les impacts de rayonnement comme des signaux de température. Les mesures de température deviennent corrompues. Les instruments qui observent les modèles de vent mesurent le mouvement atmosphérique en suivant des caractéristiques dans les nuages. Les impacts de rayonnement dans l'électronique d'imagerie créent des artefacts qui ressemblent à des caractéristiques, confondant le système. Les données diffusées par ces satellites, données dont dépendent les météorologues du monde entier pour faire des prévisions, sont devenues moins fiables. Les prévisionnistes météo ont dû travailler avec des données dégradées. L'incertitude de leurs prévisions a augmenté. Ils avaient moins confiance en leurs prédictions. Dans certaines régions, il est devenu nettement plus difficile de faire des prévisions météo précises à court terme. Le Service météorologique national a émis des avis sur la réduction de la compétence de prévision due à la dégradation des satellites. Les prévisions publiques sont devenues moins certaines. La récente tempête de rayonnement a en fait servi de test précieux. Comment nos satellites se sont-ils comportés? Quels systèmes ont montré des vulnérabilités inattendues? Quelles mesures de protection ont fonctionné comme prévu, et lesquelles ont échoué? Ce sont des questions cruciales, et les réponses que nous obtenons en analysant cet événement nous rendront mieux préparés pour les futures tempêtes. Les ingénieurs examineront la télémétrie des satellites. Ils identifieront quels composants ont échoué et pourquoi. Ils concevront une meilleure protection pour les futurs satellites. Il y a aussi la question de la réparation et du remplacement des satellites. Lorsqu'un satellite est endommagé, il ne peut pas être facilement réparé. Vous ne pouvez pas envoyer un technicien dans l'espace pour le réparer. Vous devez attendre qu'un satellite de remplacement soit prêt. La plupart des satellites ont maintenant des pièces de rechange en orbite ou en développement. Mais si plusieurs satellites sont endommagés simultanément par une tempête de rayonnement, la capacité de réserve pourrait ne pas être suffisante. Vous pourriez avoir un trou dans la couverture pendant que les satellites de remplacement sont lancés et mis en service. Lancer un satellite prend des mois, voire des années. Au plus fort de cette tempête de rayonnement, plusieurs satellites ont connu des anomalies suffisamment graves pour devoir être passés en mode sans échec. En mode sans échec, un satellite éteint tout ce qui n'est pas essentiel et attend. Il ne transmet pas. Il ne reçoit pas. Il essaie juste de survivre. Une fois la tempête de rayonnement passée, les ingénieurs doivent travailler soigneusement à travers des procédures pour ramener le satellite à un fonctionnement normal. Cela prend du temps. Pendant des jours ou des semaines, le satellite est hors ligne. La nature en cascade de ces défaillances est ce qui rend les tempêtes de rayonnement si préoccupantes. Ce n'est pas juste un système qui échoue. C'est de nombreux systèmes qui se dégradent simultanément. Les communications se dégradent. La navigation devient moins précise.
Les prévisions météo deviennent moins fiables. Les systèmes électriques doivent être gérés plus soigneusement. Toute l'infrastructure technologique devient plus fragile, plus sujette aux pannes, plus stressée. Et pourtant, malgré tout cela, les systèmes ont tenu. Pas de défaillance catastrophique. Pas de panne en cascade. Pas de perte complète de services critiques. L'infrastructure s'est avérée plus résiliente que les pires craintes. Mais ce n'est pas une garantie pour la prochaine fois. Ce n'est pas une garantie que la prochaine tempête ne sera pas un peu plus forte, poussant les systèmes au-delà de leur point de rupture. C'est pourquoi les scientifiques prennent les tempêtes solaires au sérieux. C'est pourquoi les agences spatiales investissent dans la surveillance du Soleil. C'est pourquoi les compagnies d'électricité surveillent les données de météo spatiale. La prochaine tempête majeure pourrait être pire. La prochaine tempête majeure pourrait être celle qui cause des dommages importants. Et il n'y a aucun moyen de prévenir les tempêtes solaires. Nous ne pouvons pas monter jusqu'au Soleil et lui demander d'arrêter de produire des éruptions. Nous ne pouvons que nous préparer à l'inévitable, et espérer que lorsque le prochain événement majeur se produira, nous serons prêts. La science de la compréhension de ces événements a énormément évolué au cours des dernières décennies. Nous sommes passés des observations visuelles par les astronomes à la surveillance satellitaire continue, à la détection de particules en temps réel et à des modèles informatiques sophistiqués. Nous comprenons la physique du Soleil bien mieux qu'il y a 50 ans. Nous savons comment les champs magnétiques peuvent stocker de l'énergie et la libérer de manière catastrophique. Nous savons comment les ondes de choc accélèrent les particules. Nous savons comment le vent solaire interagit avec la magnétosphère de la Terre. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas prédire parfaitement où une éruption se produira. Nous ne pouvons pas prédire parfaitement quelle sera sa puissance. Nous ne pouvons pas prédire parfaitement comment une EMC interagira avec la magnétosphère de la Terre. Ces incertitudes sont dues au fait que le Soleil est fondamentalement un système chaotique. Le chaos, au sens technique, signifie que de minuscules différences dans les conditions initiales conduisent à des résultats très différents. Nous ne pouvons pas mesurer l'état du Soleil avec une précision infinie, donc nous ne pouvons pas prédire le comportement du Soleil avec une précision infinie. C'est en fait réconfortant d'une certaine manière. Cela signifie que peu importe à quel point notre science devient avancée, il y aura toujours de la surprise et de l'imprévisibilité dans l'univers. Cela signifie que nous ne pourrons jamais atteindre un contrôle total sur notre environnement. Cela signifie que nous devons maintenir un certain degré d'humilité quant à notre place dans le cosmos. L'univers sera toujours capable de nous surprendre.